Salut à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette 22e épisode de la série Python, Machine Learning et déploiement des projets d'intelligence artificielle. Alors dans la précédente vidéo, vous avez vu avec Stephen comment entraîner un modèle de détection d'anomalies. Vous avez notamment entraîné deux modèles, celui de l'Isolation Forest mais aussi du One Class SVM. Cette vidéo consiste principalement à la mise en service parce que comme nous avons déjà pas mal répété, le but lorsqu'on entraîne un modèle c'est de pouvoir mettre ce modèle en production, de pouvoir déployer ce modèle sur un serveur notamment pour qu'il puisse être utilisé par tous les membres de l'équipe ou bien par votre application. Pour faire cela, il faut impacter le modèle dans un service. Donc cette vidéo est principalement destinée à développer justement ce service-là afin de rendre le modèle accessible via des endpoints. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qui sera fait? On va premièrement récupérer le travail qui a été fait dernièrement avec Stephen. Ensuite, on va installer pas mal de librairies. On va déjà installer FastAPI car c'est cette librairie-là qu'on va utiliser pour pouvoir mettre en place notre API. On va utiliser également tout ce qui est Redis et Celery pour tout ce qui est mise en cache des logs et aussi même des prédictions faites par le modèle. Dans la fin de cette vidéo, normalement, vous serez capable de mettre vos propres modèles. Ça peut être pas forcément celui de l'Isolation Forest, mais n'importe quel modèle que vous avez développé sous forme de service en utilisant notamment la librairie FastAPI. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite à le faire, histoire d'entraîner déjà votre modèle et d'être sûr que tout marche bien pour vous en local. Et ensuite, vous reviendrez voir cette vidéo pour impacter justement ce modèle-là et mettre sous forme de service. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Alors, je vais commencer par récupérer le projet sur GitHub. Donc normalement ça a été mis à jour, vous voyez, il y a de cela 2 jours et vous avez accès à ce lien, donc vous pouvez également récupérer le projet. Donc moi je vais copier le lien. C'est dans le code. Et je vais faire un git clone pour cloner justement le projet. Ah, ça existait déjà, donc je vais juste ouvrir en fait. Donc je fais un code, je vais ouvrir cela avec VS Code. Donc j'avais déjà le projet en local. Donc je vais juste faire un git pull pour récupérer les modifications qui ont été faites. Donc git pull comme ça. Ok. Du coup là j'ai toutes les modifications qui ont été faites durant la précédente vidéo. Normalement là j'ai tout, j'ai le modèle et voici justement les deux modèles qui ont été entraînés, l'Isolation Forest et aussi le One Class SVM et qui ont été en fait sérialisés et sauvegardés dans le répertoire modèles. Donc normalement quand vous récupérez le projet, vous devez avoir exactement ce nombre de fichiers là, vous devez être à cette étape. Ok, donc comme je vous ai dit, on va utiliser FastAPI déjà, on va commencer par l'installer. Et pour ceux qui découvrent cette vidéo, on utilise Poetry pour gérer les dépendances. Donc si je fais un Poetry info, voilà, il y a notre environnement virtuel qui est présent là. Donc on va commencer par installer FastAPI. Dans le projet, actuellement, juste NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib et Faker. Donc je vais ouvrir. Je vais ouvrir ça et c'est simple, installe FastAPI. En fait, c'est une librairie qui permet de très vite développer une API. Donc, on aura notre modèle qui sera servi à l'aide des endpoints. Donc, c'est juste au lieu de faire un pip install, puisqu'on utilise Poetry, donc on va juste faire un Poetry add. Donc, Poetry add FastAPI. Je tape Entrée. Et du coup, là, j'ai installé FastAPI. Ok. Du coup, je peux commit. La bonne pratique, c'est de commit directement lorsque tu installes une nouvelle librairie. Donc, je vais faire un git add. Point. Je fais un git commit. Je vais mettre install FastAPI. Comme ça. Ok. Du coup, je vais créer un nouveau dossier qui sera le point d'entrée de notre application. Je vais appeler ce dossier source src. Et à l'intérieur, je vais créer justement un fichier main.py. Ça sera le point d'entrée de notre application en fait. Donc c'est là que je vais écrire mon code en fait pour l'API. From FastAPI. Ok, je peux importer directement FastAPI.
Aussi, forcément, on aura besoin de gérer des exceptions. Donc, je peux importer aussi HTTP exception. OK. Donc, FastAPI pour fonctionner a besoin d'être lancé. Généralement, pour lancer FastAPI, on utilise UVCon. Le but de UVCon ici, c'est de permettre à FastAPI de pouvoir gérer des requêtes HTTP. Donc, UVCon va permettre par exemple à FastAPI de pouvoir gérer plusieurs requêtes en parallèle. Donc, ça fonctionne un peu comme un reverse proxy. Donc, vous pouvez rapidement aller sur UVCon. Par exemple, là, il y a une documentation bien faite par rapport à UVCon, comment ça fonctionne. Mais là, on aura juste besoin d'installer UVCon. Donc là, je vais faire un poetry add UVCon. Comme ça. OK. Et du coup, là, j'ai UVCon qui est installé. Lorsqu'on va faire appel à notre endpoint, à notre lien, on doit renvoyer des réponses. Et pour cela, on utilise un objet précis de FastAPI qui se trouve dans response. Donc, je vais importer JSON response comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser l'application. Pour initialiser l'application, c'est simplement app égale à FastAPI. Donc, créer un nouvel objet FastAPI. Et FastAPI prend un certain nombre de paramètres, notamment le titre. Donc là, on aura un title. Et là, on peut juste mettre logs anomaly detection. Anomaly. Comme ça. On peut mettre API. Ensuite, on peut mettre une petite description en fait. Donc là, tu vois, on peut mettre la description. Là, on peut mettre juste API for. On peut préciser là in log data. On peut spécifier aussi la version. Donc, on peut mettre version 1.0 comme ça. Une fois que l'application a été initialisée, on peut définir notre première route. On va appeler ça get. Donc, quand il y a un point slash qui va être sur notre navigateur, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va juste renvoyer une simple réponse. Et je vais juste renvoyer un objet JSON. Donc, je vais mettre return. Et là, je peux renvoyer juste un JSON avec un message API. Is-ready, comme ça. Comme j'ai dit, pour exécuter notre service FastAPI, il faut utiliser UVCon, un reverse proxy. Donc, lorsqu'on va exécuter ce fichier, donc if name, comme ça, égale main. OK, lorsque c'est exécuté, j'importe UVCon. Normalement, c'est installé, c'est bon. Et je fais juste un UVCon.run comme ceci. Et là, vous voyez, ça attend une application en paramètres. Je vais juste passer le app qu'on a instancié plus haut ici. Ensuite, il faut préciser lost. Donc, vous voyez là, ça prend en paramètre lost et chez nous, c'est localhost puisque c'est en local en fait que ça tourne. Donc, on va mettre 0.0.0 et le port sur lequel notre application va tourner. Donc, je vais spécifier là le port 8000. Comme ceci. OK. Et maintenant, pour lancer notre application, on va juste taper la commande UVCon, comme ceci. Bon. Du coup, pour être sûr que la commande va s'exécuter dans notre environnement virtuel, on va taper la commande poetry run. Et ensuite, là, on peut faire UVCon. Le chemin vers notre fichier, c'est quoi? C'est src et main. Donc, src.main. L'application qu'on a instanciée s'appelle app. Donc comme ça. Et on peut mettre un reload. Comme ça, on n'a pas besoin en fait de relancer le serveur à chaque fois. Donc lorsqu'on va faire une modification dans notre code, ça va directement prendre en compte cette modification là. Donc je tape entrée. Et vous voyez que là, notre serveur est lancé. On dit là que notre application est lancée en local, comme on a précisé, sur le port 8000. Donc là, je vais ouvrir en faisant un CTRL-clic. Vous voyez, on a une réponse là, notre message qui est API is ready. C'est juste ce qu'on a envoyé là. Ensuite, une chose importante à définir, ce sont nos modèles. On doit savoir exactement ce que le modèle prend en entrée
Donc c'est ça qu'on va définir. Lorsqu'on installe en fait FastAPI, il nous offre une librairie qui s'appelle Pydantic. Pydantic va alors nous permettre de définir nos modèles sous forme de classe, histoire de valider en fait les entrées et les sorties de notre API. Mettons cela en place ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer from Pydantic. On va importer base model. Donc on va créer des modèles qui vont hériter de cette classe-là, de cette classe base model. Et pareil, je vous recommande d'aller regarder rapidement la documentation de Pydantic pour voir comment ça marche. Vous voyez, on peut définir un modèle. Là, par exemple, un modèle a été défini et le modèle hérite de la classe base model et vous pouvez définir en fait vos champs. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va créer un premier modèle qu'on va appeler log entry. Donc, je vais appeler ça comme ça. Et qui va hériter de la classe base model. Ce modèle-là, c'est l'entrée de nos logs parce qu'on prend chaque ligne. Et du coup, c'est juste cette en-tête-là. Donc, le timestamp, user IP méthode. Donc, je vais réécrire ça ici. Donc, on a le timestamp. Ensuite, on a le user IP, ensuite méthode. Ensuite, méthode qui sera de type string. Ensuite, le status code, endpoint. L'endpoint également qui sera de type string. Et ensuite, response time. Voilà. Et je pense que là, c'est integer. Et là, il y a S. OK. Dès qu'on va recevoir un log, il doit passer dans ce modèle-là pour pouvoir être validé avant d'être utilisé par notre API. Ensuite, après avoir défini ce modèle, il faut qu'on définisse le modèle de sortie parce que notre API prend des données en entrée. Dans notre cas, ça sera des logs. Mais après, il y a une sortie qui sont notamment les résultats en fait du modèle. Donc, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler Prediction Response. Et qui va toujours hériter de la classe base model. Dans notre cas, on aura besoin de tout ce qui est le score d'anomalies, le nombre d'anomalies qui ont été trouvées et même les prédictions. Donc, on va commencer par l'isolation forest prediction. Du coup, là, ça sera une liste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prédire des logs en batch. Si vous avez bien vu la vidéo qui concerne notre pré-traitement, vous voyez qu'on ne peut qu'en fait traiter des logs en batch. C'est difficile de recevoir un seul log et déterminer si c'est une anomalie ou pas. Donc, c'est vraiment au bout, peut-être, on peut se fixer un seuil, par exemple, 1000 logs. On analyse ces 1000 logs-là et ensuite, notre algorithme va déterminer s'il y a des anomalies ou pas. Donc, c'est vraiment des lots de logs qu'on va, en fait, qu'on va gérer. C'est pour ça qu'à la fin, lorsque notre tâche va finir, lorsqu'on va finir de détecter les logs, on va renvoyer justement une liste de réponses. Donc là, on aura une liste de prédictions. Donc, je vais mettre liste là. Je vais importer cette liste-là de typing. From typing. C'est une librairie qui regorge de pas mal de types. On a notamment peut-être des dictionnaires. On va utiliser ça plus tard. On a aussi des listes. Je voulais importer ça. Du coup, ça sera des listes de strings. Oui, les prédictions. Donc, on va mettre ça liste de strings comme ça. Ou bien on va plutôt mettre des listes de int parce que ce sont des prédictions, c'est -1 ou 1, sont des scores en fait, des scores d'anomalie. Et ensuite, on va mettre le one class. Ça sera également une liste de integer. Anomalies detected comme ça. Et ça sera une integer. On peut renvoyer en fait la variable sur le nombre d'entrées, le nombre de logs qu'on a reçu. Ça sera également un integer. Le nombre de logs en fait qui ont été traités. Ensuite, on peut renvoyer également une liste des ID en fait des logs. Donc là, on va mettre logs ID. Et ça sera une liste de integer. Donc ce sont des ID. Comme je vous ai dit, il est difficile pour le modèle qu'on a entraîné de prendre un seul log en entrée et de prédire s'il s'agit d'une anomalie ou pas. C'est pour ça qu'on va traiter des batchs de logs. Donc, on va en fait enregistrer des logs. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des logs qui vont arriver, imaginez vous avez votre système et notre API déployé, il y aura des logs qui vont entrer. Et notre système, justement, va collecter ces logs-là et on va définir un certain seuil. Dès que le seuil sera atteint, un batch de traitement, un batch de logs sera traité. On peut mettre, par exemple, ce seuil à 1000 et on peut se dire que lorsqu'on aura en fait 1000 logs,
on déclenche en fait le traitement des prédictions. Et après, notre API va nous retourner justement la liste de ces logs-là et avec le résultat. Donc, pour chaque log, il va dire en fait si c'est une anomalie ou pas. Pour faire justement ce traitement-là, il y a deux choses. Premièrement, on va utiliser Celery. Celery, c'est un outil, en fait, une librairie Python qui nous permet d'effectuer des tâches en arrière-plan. Parce que lorsque notre endpoint est appelé, par exemple, pour effectuer les prédictions des logs, ça peut prendre beaucoup de temps. Le temps du pré-traitement et aussi le temps des prédictions par le modèle. Donc, on va justement utiliser Celery pour en fait lancer des tâches en background. Mais Celery, pour fonctionner, a besoin de ce qu'on appelle un broker. C'est comme un messager. Donc, on va utiliser Redis pour cela. C'est Redis qui va se charger de distribuer en fait les tâches, mais aussi même d'enregistrer en cache des prédictions qui seront faites par le modèle. Donc, on va tout de suite installer d'abord deux choses, Celery et ensuite Redis. On va configurer cela sur notre machine en local. Normalement, dans un environnement de production, des solutions telles que Redis peuvent être facilement déployées dans des conteneurs Docker. Mais dans le cadre de cet exercice, on va en fait éviter de complexifier à ce stade-là. On va directement mettre dans notre fichier principal de l'application. Et plus tard, on verra si en fait on met ça dans un conteneur ou bien dans un service séparé. Voyons comment on met tout cela en place. Donc là, on va installer Redis et Celery. Pour que vous jetez rapidement un coup d'œil vite fait sur Celery. Ça ressemble à ça. Ça permet de gérer en fait des tâches sous forme de queue en fait en arrière-plan. Là, en fait, on peut utiliser plusieurs brokers. Mais dans notre cas, on va utiliser Redis. Si je clique par exemple sur installation, vous voyez que ça peut s'installer avec pip et donc avec Poetry. Je vais faire un Poetry add plutôt et non install et Celery. Du coup, ça va m'installer Celery. Si je viens là, je vais voir que Celery est bien installé. Et je vais également installer Redis. Donc, si je tape sur Google là, install Redis, je tape juste pour que vous puissiez voir que vous n'avez même pas besoin de retenir, tout est en ligne, quoi. Donc, install Redis, pip. Ouais, pip install Redis. Bon, puisqu'on utilise le Poetry, donc on va faire juste un Poetry add Redis, comme ça. Et du coup, là, on a notre Redis qui est installé. On va venir dans notre fichier principal et on va importer Celery. On va faire from Celery. On importe Celery, l'objet, la classe Celery. Et aussi, on importe aussi Redis. On va initialiser ces deux applications, donc l'application Redis et Celery, à côté de l'application Fast API. Donc, on va créer un nouvel objet Redis Client qui sera égal à Redis là, comme ça. Et ça prend un certain nombre de paramètres qui est notamment l'host. C'est la machine, en fait, la machine locale, puisque là, nous sommes en local. Et on va directement entrer les paramètres là, puisque nous ne sommes pas dans un contexte de déploiement. Mais normalement, tous ces paramètres qu'on entre ici, ça doit être dans des variables d'environnement et non directement dans notre code. Soit on met 127.0 comme ça, ou bien soit on met localhost, ça marche toujours. Vous pouvez mettre 127.0.0 ou bien localhost. On met le port. Comme j'ai dit, Redis, c'est une application. Et une application, ça tourne sur un port de notre machine en local. Donc là, on peut mettre le port 6379. Et Redis fonctionne un peu comme une base de données. Donc là, on va mettre DB. On peut mettre n'importe quoi ici là pour la DB. On peut mettre même un nombre comme ça, 0. Ou bien on peut mettre log comme ça. En fait, ça dépend vraiment de vous. Moi, je vais mettre l'option par défaut. Et c'est lorsque Redis est prêt maintenant qu'on peut instancier l'objet Celery. Parce que comme j'ai dit, Celery a besoin d'un broker, celui qui va transmettre le message et distribuer les tâches. Et dans notre cas, ça sera Redis. Donc tout en bas, on peut justement maintenant initialiser l'application Celery et en utilisant justement le Redis Client comme broker. On va juste faire un Celery app comme ça. Ça sera égal à Celery. L'application justement attend un nom. Vous voyez le main là qui est défini à non par défaut. C'est un peu comme le module. Et là on va mettre log anomaly detection comme ça. Et ensuite on doit maintenant spécifier le broker comme ça. Et du coup le broker justement dans notre cas c'est le Redis Client. On va pas mettre Redis Client, on va mettre le port sur lequel on l'host plus le port sur lequel Redis tourne. Dans notre cas, c'est Redis
Et 2 points, le port. Le port, on a mis 63, 79. Et slash la DB. Donc, on a mis juste 0 comme ça. Et la variable backend, c'est également la même chose. Donc, je vais juste copier ça comme ceci. Et mettre. Donc là, on a initialisé notre application Celery. Je vais tout d'abord taper un poetry run pour être sûr que ce que je vais exécuter est dans l'environnement virtuel. Mais si je n'ai pas besoin, parce qu'on voit bien là que je suis dans l'environnement virtuel, donc je n'ai même pas besoin de ça. Et je vais juste mettre Celery-A et spécifier le chemin vers l'application Celery. Donc ça c'est SRC. À la place de slash, il faut faire bien attention de mettre plutôt point. Main, donc c'est le nom du fichier là. Donc main. Et point, et je mets le nom de l'application. Donc dans le main, si ça regarde l'application Celery App, c'est bien ce même nom là que je mets. J'espace, je mets worker comme ceci. Et je mets un niveau de log pour ne pas être encombré avec toutes sortes de logs. Donc je vais mettre log level. Et là, je vais juste mettre info. Comme ça n'affiche uniquement des logs qui affichent une information précise. C'est possible de mettre même cela en minuscule. Donc je tape entrée. Vous voyez que là, l'application Celery s'est lancée. Vous voyez que là, on n'a aucune tâche qui est enregistrée. Parce que non, ici, normalement, on liste les tâches Celery qui sont créées ici. Tout à l'heure, on va voir comment on crée une tâche Celery. Justement, la tâche qui va permettre de faire nos prédictions. Et vous allez voir que le nom de la tâche sera listé juste ici. Là, on va peut-être créer une première tâche Celery. Comme ça, vous voyez comment ça s'enregistre. @app Celery. Celery app plutôt. Task. Et ensuite, on va mettre le nom de la tâche. Donc, on va juste mettre process batch prediction. On va mettre ça comme ça. OK. On va mettre process. Ce n'est pas obligé d'être le même nom, hein, mais je mets juste le même nom pour éviter de réfléchir. Et pour l'instant, on va rien mettre comme paramètre. Je vais mettre pass. Et si on redémarre notre application Celery, donc je fais CTRL-C et je relance. Vous voyez que là, il y a une tâche qui a été enregistrée. Donc, lorsque cette tâche-là est déclenchée, elle s'exécute directement en arrière-plan. Et après, bien sûr, on peut retrouver le résultat de l'exécution de cette tâche-là. Je veux bien qu'on crée une route pour avoir en fait le statut, pour vérifier si notre modèle est bien sauvegardé. Parce qu'imaginez peut-être que par erreur, on supprime le modèle dans le répertoire. Juste une route que lorsqu'on va exécuter, ça va nous renvoyer en fait le statut de notre application, s'il y a bien le modèle qui était bien enregistré dans notre répertoire. Ou bien dans notre, ça peut être sur S3, sur un répertoire distant, mais pour l'instant c'est en local. Donc là, je vais créer une autre route, je vais appeler ça, ça sera une route get toujours. Donc get, ça veut juste dire que on n'envoie pas de paramètres, on récupère juste le résultat. On va appeler ça check model comme ça, et du coup je vais définir la fonction check model. On va juste vérifier si le répertoire et avec le nom isolationforest.jobly existe. Pour ça on aura besoin d'importer OS, aussi d'importer from pathlib. Non, c'est pas ça, c'est ça. Import path comme ceci. Et du coup, isolation forest existe. On va juste utiliser la méthode os path.exist. Ça va juste, c'est une méthode qui permet juste de vérifier si un chemin existe. Le chemin en question, c'est le chemin vers le modèle. Je pense qu'on peut avoir le chemin vers le modèle dans le training qui avait été fait. Lorsqu'on sauvegarde le modèle, il était sauvegardé là. Donc on aura besoin d'importer le constancy. Ce fichier-ci, on aura besoin de l'importer dans SRC. Je vous invite déjà à créer un init pour faciliter l'import. Sinon, vous pourrez avoir des erreurs. Dans mon main, je vais importer from logs .constant comme ça. Comme ceci. OK. Et ensuite, on va vérifier si
constant point. Et le nom c'était quoi? Le nom c'était Isolation Forest Model File Name. Donc c'est ça. Donc on va vérifier si ça existe. Et pareil, on va mettre one class SVM. SVM existe toujours. Ça sera égal au même code là, dans OS. Mais sauf que à la place de Isolation Forest Model File Name, on va prendre one class SVM File Name. Je vais mettre là. Donc cette fonction-ci renvoie un booléen. Vous voyez là, ça renvoie un booléen qui dit juste si le fichier existe ou pas. Donc ça va regarder s'il y a bien le fichier là qui est sauvegardé. Donc on va renvoyer une réponse avec une condition if not. Donc si ça n'existe pas, ou bien le one class SVM n'existe pas, on va répondre par une erreur en faisant res http exception qu'on a importé, vous vous souvenez, on a importé tout à l'heure de Fast API. Ça attend des informations comme le status code avec le message, un status code de 503, et on va mettre un détail models are not available. Donc ici on peut mettre et en fait. Donc s'il y a les deux là qui n'existent pas, on va juste mettre que c'est le modèle n'est pas disponible. Dans le cas contraire, on peut retourner en fait un JSON qui, avec le message models are ready comme ceci. Ok, si je vais sur mon navigateur, ça tourne sur le 8000. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez faire un slash docs comme ceci et vous avez accès directement à la documentation Fast API, la documentation Swagger. Donc vous voyez que là on a la première route get qu'on a définie et que lorsqu'on exécute, vous pouvez faire un try out là. Si on exécute, ça envoie juste un JSON avec API ready, c'est tout. Et ça c'est ce qu'on vient de définir, le check model. Donc on va tenter de l'exécuter par exemple. Si on exécute, voilà, ça nous renvoie models are ready parce que justement ça a bien vu que les deux fichiers existaient. Si par exemple je fasse le note ci, donc l'inverse, je lui demande de faire l'inverse là, et j'exécute, ouais, ça renvoie la models are not available, ça me renvoie une erreur 503. Mais je remets la bonne condition. Maintenant, si on commençait à enregistrer des logs dans Redis, donc comme on a dit, on va cumuler les logs. Donc au fur et à mesure que des logs vont entrer dans notre système, on va les cumuler, on va les enregistrer dans notre base Redis. Redis, vous pouvez voir, c'est aussi comme une base de données, mais une base de données clé-valeur. Donc ça veut dire que tu mets une clé spécifique et ensuite tu mets la valeur. Donc on va collecter justement nos logs et lorsque nos logs vont atteindre un seuil dans un buffer, parce qu'on aura une petite table qu'on va appeler buffer, et c'est à l'intérieur qu'on va enregistrer nos logs. Pour enregistrer des logs dans Redis, ils ont besoin d'être sérialisés. Donc, on va faire un JSON.dump afin de sérialiser ces logs-là et les enregistrer sous forme de dictionnaire dans Redis. Une fois qu'on va atteindre un seuil de logs, on va par exemple dire 1000 logs dans le buffer, on va déclencher justement la tâche celery qui permet de prendre ces logs-là afin d'appeler notre algorithme de détection d'anomalie. Donc, on va créer une route, troisième route là, et ça sera toujours un app.get. Et on va mettre @logs. On peut mettre juste même /log simplement. Donc lorsque /log sera exécuté, ça va juste ajouter des logs dans notre base Redis. Pour enregistrer un log, ça prend justement en entrée un log. Normalement, on va mettre log entry, mettre ça comme ça. Log entry, ça sera justement de type log entry qu'on a défini plus haut là. Donc log entry. Ensuite on peut mettre une petite documentation là juste pour la documentation Fast API Swagger. Donc on va juste mettre add log entry to the Redis buffer. On va sérialiser les logs, on va transformer en JSON. Pour cela il faut qu'on importe déjà JSON. Donc je vais faire un import des JSON comme ça et ensuite
je vais faire un JSON.dumps comme ça. Justement, là, ça attend un objet et l'objet, ça sera logentry.dict. C'est juste pour avoir ça sous forme de dictionnaire et ensuite, on va sérialiser afin d'enregistrer dans Redis. Et pour enregistrer dans Redis, on va faire appel à Redis Client. Redis Client, c'est justement ce qu'on a instancié ici tout haut. Et on va utiliser la méthode lpush. Oui, ça. Et vous voyez que là, ça attend juste la clé et ensuite la valeur. Donc, on va définir une clé globale. Il faut voir ça en fait comme c'était une table. Donc, on va définir une variable globale ici tout haut. On va appeler ça Redis log key. Donc, on va juste mettre là log buffer comme ceci. Si je descends plus bas, ici, on entre notre clé et ensuite on demande la valeur. La valeur, ça sera juste notre log JSON, notre log qui a été sérialisé. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va recevoir un log, à chaque fois que cette route-ci sera exécutée, on aura une clé qui sera la même clé, ce sera notre buffer et on va ajouter le log au fur et à mesure. Mais lorsqu'on ajoute par exemple un nouveau log, il faut qu'on obtienne la nouvelle taille de notre buffer. Parce que c'est en fonction de cette taille-là que lorsqu'on va dépasser un certain seuil, on va appeler la tâche scélérée. On va déclarer une nouvelle variable qui sera buffer size. Et ça sera juste le Redis client. On va toujours faire appel au Redis client. Et il y a une fonction qui s'appelle ln. Ça permet juste d'avoir la taille en fait de notre buffer. Donc le log qui, on va passer là. Cette fonction-là va compter le nombre d'éléments que ça contient, donc le nombre de logs qu'on a dans notre base Redis. Donc, en fonction de cette taille-là, lorsque ça va atteindre 1000, on va savoir qu'on a 1000 logs dans Redis, dans notre buffer. Et ensuite, on va lancer la tâche de détection d'anomalie. Donc, c'est juste ici, là, on va faire if buffer size est supérieur à 1000. Et c'est ici qu'on va lancer notre tâche, en fait. Donc, le 1000 signe, je vais mettre ça dans une variable que je vais appeler threshold. Comme vous que ça. Du coup, on va mettre threshold et je vais mettre 1000. Ou bien, on peut commencer par mettre 5. Lorsqu'on va atteindre justement ce threshold là, on va vouloir récupérer justement tous les logs qui sont dans notre base de données. Donc, n'oubliez pas qu'ici, on ne fait que rajouter. On n'a pas directement accès aux logs. On ajoute dans la base de données, on a le cache de Redis. Et lorsqu'on va atteindre le threshold, donc lorsque ça sera strictement supérieur à la valeur qu'on s'est fixée, on va vouloir récupérer justement tous ces logs là. Donc on va mettre logs là, ça sera en JSON. Et on va toujours utiliser le Redis client. lrange. En fait, ça permet de récupérer une liste de logs. Là, on demande de spécifier déjà la clé. C'est toujours notre Redis log key, notre buffer. Après, vous voyez là, on met start, end. Dans notre cas, on veut tout récupérer, les logs dans notre buffer. Donc, on va mettre de 0 au dernier élément qui est -1. Donc, on va mettre 0, dernier élément, -1. Et ça va nous renvoyer une liste d'éléments dont chaque objet, chaque log sera au format JSON. Donc, ce que nous, on veut maintenant là, c'est formater. On va mettre logs data. On va faire un JSON.load pour désérialiser cela. Parce que vous vous souvenez bien, on avait fait un JSON.dump de chaque log. Lorsqu'on les charge justement pour obtenir l'objet initial, qui était justement un dictionnaire, il faut qu'on fasse un JSON.load. C'est un peu comme une opération inverse. Donc, on va dire pour chaque log de la liste, donc pour chaque log, for log JSON, là c'est une list comprehension que j'utilise. On va vouloir désérialiser ça, donc je vais faire un JSON.loads comme ça. Bon. Et ensuite, je passe ça. Je vais quand même faire un decode en UTF-8 pour être sûr que s'il y a des caractères spéciaux, ça les reconnaisse. Donc, je vais mettre là UTF-8. Donc là, normalement, on aura justement une liste de dictionnaires. Parce que le JSON.loads là va nous retourner à la fin un dictionnaire. Lorsqu'on a tout récupéré, il faut maintenant qu'on vide notre cache Redis. Parce que justement, il y a des logs qui vont être accumulés au fur et à mesure. Donc, il faut que lorsque une tâche a été lancée, on doit vider notre buffer pour permettre justement aux 1000 prochaines de pouvoir s'enregistrer. Un Redis client, .delete. Donc, s'il fait delete, là, on demande juste la clé. Donc, c'est toujours le Redis log key.
Donc là, on est sûr que notre buffer est vidé et ça peut accueillir les 1000 prochains logs. Et ainsi de suite, en fait. Donc, au fur et à mesure que les logs entrent, ça s'enregistre. On déclenche la tâche, on vide les logs et ainsi de suite. Et lorsqu'on a tout ça, ce qu'on peut maintenant faire, c'est qu'on peut lancer notre tâche Celery. Donc, ça sera task. C'est celle-là, Process Batch Prediction. Donc, on va venir juste ici. On va faire un Process Batch Prediction. Et pour lancer avec Celery, il faut appliquer le delay, en fait. Il y a le mot-clé delay. C'est ça qui permet de lancer la tâche. Et là, on passe juste les paramètres qu'attend cette fonction. Cette fonction-ci, pour l'instant, je pense qu'on n'avait rien mis comme paramètre. Ça attend en fait le log au format JSON. Donc, log, on va mettre log JSON, comme ceci. On peut rajouter une data. Et ça sera des types. On peut mettre une string, ça peut passer. Et si je viens au niveau de ma fonction, on va justement passer de logs data. Le problème avec le delay ici, c'est que ça ne peut pas directement transporter les données sous ce format-là, sur un format de liste. Donc, il va encore falloir qu'on fasse un JSON.dump. Avec quand vous voulez transporter les données pour être sûr que ça peut être accepté sans être corrompu, vous pouvez faire justement un JSON.dump. Et là, vous passez log data. Et après ça, on peut juste retourner une nouvelle réponse à l'utilisateur. On va retourner une réponse et on va juste dire in batch processing. On peut dire que ça a été déclenché. Ok. On peut mettre la tâche, l'ID de la tâche. On peut mettre, ça va faire tax.id. Et on peut aussi mettre le log en question. On peut mettre log ID. Ça sera égal. Je me rends compte qu'on n'a pas défini récupérer l'ID du log. Il faut qu'on définisse cela. Parce que ce serait bien en fait que chaque log ait un ID. Donc on va faire juste là, avant de pousser. On va faire un log ID. Et qu'à chaque fois qu'un log va arriver, on va juste incrémenter. Ouais, il y a cette fonction là justement qui permet justement d'incrémenter la valeur. Donc ces ID seront stockés dans une autre, un peu comme c'est une autre table. Donc on va mettre là on va mettre Redis count key. Donc à chaque fois qu'un log sera enregistré dans Redis, on va stocker dans une autre table. Je vais dire ça comme ça pour que vous puissiez bien visualiser. On va stocker dans une autre table la clé en fait du log. Donc je vais déclarer ça, la clé, juste ici en haut. Comme ça. Et je vais mettre log count. OK. Donc, du coup, je vais renvoyer ça ici. On ajoute en fait un log naturellement et que le buffer size est encore inférieur au threshold, on veut quand même retourner un résultat. Donc, je vais retourner un nouveau résultat. Je vais juste mettre un message comme quoi le log a bien été ajouté. Je vais mettre log tout. Je vais mettre juste ça. Après, je peux retourner la taille du buffer qui est là actuellement dans le buffer size. Justement, c'est ça. Mais justement, il faut aussi retourner le log ID du coup. C'est une valeur qui va s'incrémenter au fur et à mesure qu'on va ajouter le log. Et après, on peut quand même envoyer le threshold. En fait, ouais. Ok, donc lorsqu'on va ajouter un log, c'est exactement ça qui va se passer. Ok, comment ça marche? Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de rajouter un log pour voir ce qui est retourné. Ok, si par exemple je mets un timestamp là, je vais mettre test. Et là peut-être je vais mettre 200. Si j'exécute. Ok, vous voyez que là on me dit bien que le log a été ajouté. Le buffer size c'est 1 parce que pour l'instant il y a un seul log. Le log ID aussi c'est 1. Donc imaginons que j'exécute une deuxième fois peut-être. Une deuxième fois. Vous voyez que là c'est le buffer size c'est 2. Donc il y a 2 dans mon buffer size. Et log ID c'est 2. Là on a mis par exemple le threshold à 5. On va voir ce qui va se passer lorsque ça va arriver à 5. Donc imaginons que c'est ça qui va être déclenché. Donc on va juste faire un print log data. Je pense que ça va s'afficher, mais ils sont d'afficher quand même. Ok, je vais enlever le pass. On va continuer à ajouter jusqu'à ce que ça va atteindre le 5 qui est notre threshold. On va exécuter une troisième fois. Du coup là
le buffer size. Dans notre buffer, on a 3. Et c'est le troisième log. 4. Et maintenant 5. Là, il y a une tâche qui a été lancée. Ça m'a renvoyé l'ID de la tâche. Ce qu'on peut faire peut-être après, c'est écrire une route qui permet justement de récupérer le statut de la tâche à partir de son ID. Et justement là, ça a réinitialisé. Donc là, on est à 0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vérifier Celery. Et vous voyez bien là que ce Celery a bien reçu une tâche. Là, on va implémenter notre fonction batch, process batch prediction. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une variable log entries parce que là, c'est du JSON qui est envoyé. Donc, il faut qu'on fasse un JSON.load pour obtenir la phase, l'objet d'origine qui est donc là, ça sera log data qu'on va passer là. Ensuite, notre modèle attend un data frame. Si vous vous souvenez bien dans la précédente vidéo, notre modèle attend un data frame. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir ça en data frame. Donc, il faut que j'importe Panda. Ok, je vais importer import Panda as PD. Du coup, je vais faire PD ça. Ok, data frame comme ceci. Et je passe justement le dictionnaire log entries. Donc là, on aura le dictionnaire. Et ensuite, ce qu'on doit faire maintenant, c'est importer nos modèles. Donc, on doit importer nos modèles qui sont dans training. Donc, c'est ça que vous avez fait là. On doit justement instancier le processeur d'abord, log processeur, parce qu'une fois qu'on a le data frame, il faut instancier le processeur justement pour passer le feed transform. Donc, il y a cette ligne de code-ci qui va pré-traiter les données. Donc, une fois qu'on a le batch de log, c'est exactement pareil comme vous avez fait dans le training là. Donc, lorsqu'on a le log, il faut que ça passe, il faut que ces logs là passent au feed transform. Parce que là, on a des variables catégorielles, des variables qui sont non standardisées, donc on doit faire exactement le même traitement afin de créer des features supplémentaires. Donc on a justement besoin du preprocessor.feed transform. C'est exactement de ça dont on a besoin. Et cette fois-ci, on va passer juste notre DF, notre data frame. Donc on va mettre DF là. Et si vous vous souvenez bien, notre feed transform renvoie deux valeurs. Donc on a d'abord le is preprocessed normalement et le x normal. Il faut qu'on importe d'abord déjà tout ça. Par exemple, log preprocessor, on ne l'a pas importé. From log, c'est ici, ok. Point, c'est dans training. Est-ce que c'est dans training? C'est dans preprocessing. Import log preprocessor. Ok. On a le preprocessor. Je reviens là. On va faire exactement ce qui a été fait dans le training là. On va faire le predict. Bon, on doit initialiser notre modèle, le modèle anomaly detector que vous avez entraîné dans la phase précédente. Donc il faut aussi qu'on importe le anomaly detector. Donc là, je vais venir, je vais importer, c'est dans training, et je vais importer anomaly detector. Je vais justement venir créer, instancier le modèle là, ça sera detector. Donc on aura là nos prédictions, ça sera égal à detector.predict, la méthode de predict, et ça passe justement le is preprocessed là, et ça va me retourner les prédictions. C'est de rajouter une ligne pour avoir des scores d'anomalie. Donc on va mettre là score, ça sera égal à detector.compute anomaly score processed. C'est ça. Normalement, la méthode de predict nous renvoie justement un dictionnaire. On va aller voir ça. Ça nous renvoie en fait un dictionnaire avec pour clé isolation forest et one SVM. Et du coup, on va récupérer ça. On va mettre isolation forest prediction. Normalement à prediction. Et là, on accède à la clé. On va faire un point to list pour avoir ça sous forme de liste. Comme ça. Pareil pour le one SVM. On va mettre la prête. Ça va être égal à la prediction toujours. On peut aussi avoir une autre variable qu'on va appeler anomaly count. On va juste faire une somme. On va juste faire une somme de for prête in isolation forest. Donc là, on va choisir en fait l'isolation forest. If prête égale
c'est -1, justement, c'est -1 quand c'est une anomalie. Donc, on va construire notre dictionnaire result. Et c'est ce dictionnaire-là qu'on va enregistrer dans notre base de données Redis. Isolation Forest Prediction. Donc, le résultat-ci. Ensuite, One Class SVM Prediction aussi. Ensuite, les scores, bien évidemment. Les scores aussi renvoient un dictionnaire, donc on peut faire pareil et on récupère justement les scores liés pour l'Isolation Forest et les scores du One SVM. On va mettre un deuxième niveau comme ça. Isolation Forest score. À score, et la clé c'était quoi? On va aller regarder. Et du coup, c'était Isolation Forest aussi et après One SVM. Donc, on va faire un to list et ensuite One ça va égal à score pareil. SVM là. Non, c'était One SVM plutôt. Et point to list comme ceci. Ensuite, on peut aussi retourner le anomalies count. Après, on peut aussi retourner le timestamp en fait, l'heure à laquelle ça s'est exécuté. Donc, on va mettre quand même le temps. Timestamp. Et pour ça, on va faire un time.time. Normalement, il faut que j'importe ça. Donc là, je t'ai importé import time. Importe la librairie. Du coup, il y a une erreur où ici. Ok, donc là, on a notre result. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer notre result là dans Redis. Donc, on va utiliser notre Redis client. On va utiliser la méthode set. En fait, cette méthode permet d'enregistrer un objet dans Redis durant une certaine période. Donc là, par exemple, on va dire on enregistre notre prédiction et ça peut s'expirer déjà dans 24 heures. Donc dans 24 heures, la base de données va directement se vider. Donc on va mettre la clé. Il faut un ID. Et pour l'ID, on va générer une clé forcément. On va générer prediction ID. On va générer ça. Bon, on peut juste convertir le timestamp là. Donc ça sera égal à time.time. Donc on aura notre prediction ID. Mais il faut quand même qu'on mette une clé. On va créer une autre clé pour ça. On va mettre prediction key. Ok. Et du coup, ce qu'on va faire, on va mettre ça. Et ensuite, on va concaténer avec le prediction ID. Comme ceci. Ok. Là, on aura une clé complète. Et ensuite, on va mettre le temps en secondes. Donc 86 000. Je crois que c'est 86 400. Donc après 24 heures. Et ensuite, on met justement notre objet. Voilà, c'est ce value. Donc, rappelez-vous, pour mettre dans Redis, il faut toujours sérialiser le truc. Donc, on va mettre un JSON.dumps et là, c'est result. Comme ceci. Du coup, pareil, comme on a fait avec des logs, il faut qu'on sauvegarde justement ça sur Redis, dans une table séparée. Donc, on va faire Redis client.lpush. Et la clé, on va juste mettre prediction list. Et là, on va mettre prediction ID. Donc, on peut retourner juste un résultat pour dire completed. On va mettre ça comme ça. Prediction ID. Ok. Donc, on peut renvoyer ce message-ci. On va englober tout ça d'un try catch. Au cas où il y a des erreurs qui peuvent, parce qu'il y a toujours des erreurs qui peuvent intervenir avec toutes ces lignes de code. Donc, je vais mettre un except, toutes les exceptions. Et dans ce cas, ça va juste me retourner une erreur en fait. Donc, on va mettre un message d'erreur comme ça. Et on peut mettre status.
error. Ils ont pour aussi rajouter un status. Success. Les alcoolades, ça sera plutôt de l'autre côté parce qu'on veut convertir en string. Donc on va plutôt mettre l'alcoolade là et là. Ce sera difficile de tester directement cette fonction parce qu'on a besoin de suffisamment de log pour faire le pré-traitement. Là, on a mis 5, mais normalement 5 ne peut pas suffire pour faire l'encodage en one hot. On n'aura pas suffisamment d'informations. Donc, ça sera forcément à 10 000. Et le but, c'est qu'on va tout mettre en place dans cette vidéo et justement dans la prochaine vidéo pour éviter que celle-ci soit très longue. Donc là, actuellement, on a juste testé cette route-ci pour vérifier si le modèle est bien présent. On a juste testé aussi comment on ajoute les éléments dans Redis, les logs qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire des routes qui permettent de récupérer des prédictions qui ont été faites. Par exemple, là, on a en fait des prédictions, un batch de prédictions qui va être effectué. Du coup, il faut pouvoir récupérer ces prédictions-là dans Redis. Mais aussi, il y a aussi une tâche qui est lancée en fait en background, en arrière-plan. Il faut aussi pouvoir récupérer cette tâche-là en fonction de son ID. Premièrement, on aura une route qui sera la route get. On va faire app.get. Ça sera /prediction comme ceci. En passant justement l'ID de la prédiction. On va mettre prediction là, ID. Et le response modèle, c'est juste la réponse qu'on attend. Ça sera un dictionnaire qui peut être soit le string ou bien any. Donc là c'était get prediction by ID. Mais là justement ça va prendre le paramètre aussi prediction ID qui est un integer. Donc en haut de ça il y aura la même route mais qui permet cette fois-ci de récupérer toutes les prédictions. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas d'ID qui est passé. Et ça sera juste get predictions. Ok, donc j'avais déjà fait. Ça ressemble à ça. Donc vous allez les prédictions, vous utilisez la classe Redis Client. Et vous utilisez la méthode LRange qu'on a utilisée tout à l'heure. Ça sera juste, ça va aller prendre le prediction list. Si vous vous rappelez bien, on sauvegardait les clés. Lorsque cette fonction était appelée, on sauvegardait justement à chaque fois l'ID de la prédiction dans la clé prediction list. Donc il s'agira juste d'aller récupérer tout ça et de faire en fait un JSON.decode et de récupérer justement tout ça pour avoir les prediction ID. Et ensuite on retourne le nombre de prédictions mais aussi l'ID de la prédiction. Ok, et concernant la méthode prediction by ID, on utilise juste le Redis client.get qui est une méthode .get pour récupérer justement l'objet JSON. Et après, on fera juste de load pour désérialiser l'objet qu'on a récupéré de Redis Client. Et ensuite, on retourne les données qui ont été récupérées. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre une autre route pour avoir le statut de la tâche. On va mettre /task. Et ça va prendre un ID. Donc, on va mettre task ID. /ID. Donc, ensuite, on va créer une méthode, la get. Avec une méthode getTask status et ça va justement prendre l'ID de la tâche. Ce sera le type string. On a justement ça qui va accéder en fait à Celery App et aussi le async result. En fait, c'est une classe qui a été mise en place par Celery pour permettre justement de récupérer le statut d'une tâche à partir de son ID. Donc justement là, on aura en fait l'ID de la tâche. Après, il y a un attribut status qui permet justement d'avoir le statut de la tâche. Pour des tests, peut-être vous aurez souvent besoin de vider votre base de données. Donc ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va mettre une route simplement pour vider votre cache, pour vider tout, pour initialiser toute votre base de données quoi. DB comme ça. C'est juste une petite fonction qui permet justement de vider son cache Redis. C'est juste ça. Du coup, je pense qu'on a tout et on va maintenant tester rapidement. Déjà, on va relancer notre worker Celery. Là, il y a une erreur. Ça accepte uniquement des modèles pas identiques comme typing et je vais importer any. C'est plutôt ce any là que je vais utiliser, pas le any natif de Python. Donc ici, je vais remplacer par any. Et là aussi, je relance. Ok, là c'est bon. Et si on va sur notre site et on actualise,
On voit bien qu'il y a toutes les autres routes qu'on vient de rajouter. Dans la place de Models à Read ici, on va rajouter plus d'informations. Donc notre route c'était Check Models. C'est là. On va plutôt appeler ça Status. On va nous renvoyer un statut. Et on va rajouter d'autres informations, notamment ces informations-ci. Donc là, si le modèle n'est pas chargé, on envoie justement ça comme erreur. Mais si le modèle est chargé, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie aussi le contenu de notre base de données Redis. Et ensuite, on récupère les prédictions et on affiche toutes ces informations-ci. Je reviens là. J'actualise et je réexécute le status. J'ai changé de nom. Bon, là, il y a une erreur. L'erreur dit... It's not defined. Ah oui, il y a un truc qui n'existe pas, c'est ça. Ça n'existe pas. J'avais plutôt déclaré sous le nom de One Class SVM. Ok. Ok. Je vais recommencer. J'actualise d'abord. Et ensuite, je réessaye. J'ai toujours une autre erreur. Log trace is not defined. Ok. C'était plutôt très short. Après, Redis quand ok, normalement c'est bon cette fois. Ok. Donc on voit que notre threshold c'est à 1000, le modèle est chargé et notre buffer size c'est 0. Du coup là, tout est prêt. Lorsqu'il y a des logs qui vont être cumulés, ça va déclencher en fait la tâche de prédiction ou bien de détection d'anomalies une fois qu'on aura atteint le seuil. Donc c'est exactement le même code de la fonction predict que vous avez vu dans le training. C'est comme ça qu'on met le modèle sous forme d'API. C'est surtout le fait de déployer justement ces routes-ci, de déployer des endpoints qui, lorsqu'ils seront appelés, en fait, ils vont exécuter un certain code et renvoyer un résultat. Donc, c'est surtout ça. Là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin. Vous avez appris pas mal de choses et on va s'arrêter là pour qu'elle ne soit pas plus longue que ça. Dans la prochaine vidéo, ce qui va se passer, c'est qu'on va tester ensemble ce qu'on a développé aujourd'hui. Il faut bien tester. Donc, on va écrire un script de test, un script qui va générer des logs et qui va faire appel à notre endpoint qui est le /log qui permet justement d'ajouter les logs dans Redis. Et on va ainsi voir comment la tâche en fait de détection d'anomalies va traiter ces logs en batch lorsque le seuil sera atteint. Du coup, pour ceux qui codent en même temps que moi, je vous invite déjà à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer la prochaine vidéo. Je vais bien évidemment pousser le code qu'on a fait aujourd'hui sur GitHub, donc vous pourrez récupérer ce projet là pour pouvoir lancer en local au cas où vous voulez peut-être juste lire du code pour pouvoir l'utiliser par exemple certains bouts de code dans un autre projet. Donc le GitHub est accessible à tous. Donc là à présent vous connaissez comment en fait impacter votre modèle sous forme d'API, utiliser justement Redis et Celery, c'est plutôt même Celery et Redis justement en tant que broker. Donc vous comprenez un peu le principe des tâches en fait en arrière-plan. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de connaissances qui ont été en fait évoquées. Donc je vous invite à vraiment regarder la documentation pour pouvoir en fait entrer en profondeur. Là, il ne s'agissait pas vraiment d'entrer en profondeur dans le fonctionnement de Celery parce que c'est vraiment un outil, une librairie très puissante. Peut-être dans une prochaine vidéo, on pourra en fait mieux expliquer comment Celery fonctionne ainsi que Redis. Il faut comprendre que l'objectif principal de cette vidéo, c'était justement de permettre de mettre en place votre premier en fait API ou encore fournir des endpoints qu'on pourra utiliser pour pouvoir en fait faire appel à votre modèle que vous avez entraîné. Je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer la prochaine vidéo. Salut et à très bientôt.